Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, Hello salut Jean. Lorraine. Salut Jean. 3,6 kg, c'est la quantité de métaux que chaque Français consomme en moyenne par jour. Dans les années à venir, ce chiffre pourrait considérablement augmenter. Et pour cause, les métaux entrent dans la fabrication de nombreux objets de notre quotidien. Ils sont aussi indispensables pour construire les infrastructures de nos énergies de demain, comme les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques. Mais évidemment, les métaux ne sont pas présents en quantité illimitée et leurs stocks ne sont pas non plus répartis de façon homogène sur Terre. Et nous allons le voir, cela soulève beaucoup d'enjeux géopolitiques et techniques. Dans ce contexte, y a-t-il un risque de pénurie? Comment sécuriser nos approvisionnements et comment réduire notre recours aux métaux? On fait le point avec nos invités de IFP Énergie Nouvelle. On verra aussi que dans le cadre de la transition énergétique, la voiture électrique a plutôt la cote. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire de ce véhicule qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, remonte à loin. Eh bien c'est parti, on creuse le sujet des métaux tout de suite. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel H. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes économiste prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle, où vous travaillez principalement sur les questions relatives aux énergies et aux ressources minérales. C'est bien ça? Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que votre métier consiste à prévoir l'avenir en quelque sorte? Oui, c'est un peu ça. On imagine un peu le futur et quelle trajectoire on pourrait prendre pour notamment aller vers la neutralité carbone. Ok, alors on va en discuter. Je le disais en intro, en moyenne, chaque Français consomme 3,6 kg de minerais métalliques par jour. Pourtant, quand je me lève le matin, j'ai pas plus d'objets que la veille. D'où viennent ces 3,6 kg? Eh bien, tout simplement, c'est tout ce qui est invisible dans vos consommations, c'est-à-dire à la fois tout ce qui permet, notamment tous les matins, vous allez peut-être ouvrir votre téléphone portable, vous allez utiliser votre ordinateur et puis vous allez potentiellement prendre des moyens de transport qui vont consommer des métaux. Et puis, pour avoir ces métaux-là, il faut aller chercher dans le sous-sol et donc on va aller extraire des minerais. Et de ces minerais, on va les transformer en métaux et effectivement, avec le développement économique et puis avec les transitions, c'est-à-dire les transitions à la fois bas carbone et puis numérique, on a besoin de métaux et on va en avoir besoin de plus en plus. Alors justement, on va regarder un graphique qui montre un peu la courbe d'évolution de notre consommation. Est-ce que vous pouvez me commenter ce graphique, s'il vous plaît? Oui, tout simplement, entre 1970 et puis 2024, on a multiplié par 4 l'extraction de minerais métalliques, c'est-à-dire qu'on a été chercher dans le sous-sol. Alors, première raison, c'est tout simplement pour le développement économique, parce que on a des infrastructures, on vit dans des infrastructures, on vit dans des logements, on va prendre des moyens de transport collectifs, on va prendre des automobiles, et puis on va prendre potentiellement l'avion, et puis tous les objets du quotidien vont être, assujettis à une consommation de métaux, c'est-à-dire qu'on a créé un monde qui est très gourmand en métaux. On est dépendant des métaux quasiment. On est dépendant des métaux, mais surtout c'est qu'on ne le voit pas. Lorsque vous prenez votre téléphone portable, par exemple, vous ne vous en rendez pas compte, mais un smartphone, c'est une soixantaine de métaux, par exemple. Oui. Alors que le téléphone de vos parents ou de vos arrière-grands-parents, lui, il avait une douzaine de métaux. Donc, plus on avance dans le temps, plus on est gourmand et plus on va aller chercher surtout une gamme très importante de métaux. Avant, on en consommait 5-6 au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, chaque technologie, c'est entre 40 pour les moins gourmandes et puis 60 pour les plus gourmandes. Donc non seulement la quantité, mais en plus la variété des métaux va augmenter. Les deux. Et quelque part, le monde dans lequel on rentre, celui de la transition, même de la double transition, numérique et bas carbone, eh bien, c'est un monde métallique. Alors, donc là, sur le graphique, on voit que ça a été multiplié par 4, vous l'avez dit. À l'avenir, au-delà de 2024, à quoi faut-il s'attendre? Logiquement, d'un point de vue global, en termes d'extraction, on devrait aujourd'hui, on extrait 36 kilos par jour et par personne de tout, c'est-à-dire d'énergie, de biomasse, de ce qui va servir à faire du ciment, du béton, et puis des métaux. On va aller à 45 kilos par jour et par personne. Pour les métaux, on va passer de 3,6 kg à autour de 5 kilos, 5,5 kg. C'est-à-dire que le monde qui vient, encore une fois, c'est un monde de métal.
Et comme vous commenciez à le dire, la transition énergétique va aussi accentuer cette demande. C'est la principale raison qui explique pourquoi aujourd'hui on a besoin de métaux. Alors oui, c'est une des principales raisons parce que tout simplement, la transition bas carbone, ça va être de substituer des technologies. Par exemple, un exemple très simple, l'automobile. Ouais. Une automobile thermique, c'est-à-dire celle qui roule aujourd'hui, qui va fonctionner à l'essence ou au diesel, à l'intérieur, vous allez avoir 20 kg de cuivre. Si vous passez à une voiture hybride, on va avoir 40 kg de cuivre. Si vous passez à une voiture électrique, on aura 80 kg de cuivre. Donc, quand on va substituer un véhicule thermique par un véhicule électrique, juste sur le cuivre, vous allez multiplier par 4 le besoin en cuivre. Et un véhicule électrique, lorsque vous regardez notamment son contenu en métal, alors bien évidemment un véhicule thermique, il y a déjà beaucoup de métaux, mais un véhicule électrique, vous allez avoir plus de métaux critiques. C'est-à-dire que vous allez multiplier par 6 les métaux critiques, on va passer de 50 kg à 300 kg. Alors, comme vous le disiez à l'instant, parmi les métaux indispensables à la transition énergétique, il y a ceux qu'on nomme les métaux critiques. De quoi s'agit-il exactement ? On a posé la question aux gens dans la rue, c'est notre mot mystère. Alors critique oui, métal oui, mais les deux non. Je connais les métals en général, mais critique non. Non, ça me dit rien. Métaux critiques. Un métal des métaux. Donc quelqu'un qui critiquerait les métaux. C'est pas des métaux qui sont en danger ou un peu rares, précieux, parce qu'ils mettent longtemps à se régénérer, à se former, et que nous on les exploite plus vite qu'eux ils ne se créent. Oui, critique, c'est effectivement une évocation d'apocalypse, quoi, si on peut dire. Voilà. Critique parce que demander pour produire un paquet de trucs, j'imagine le lithium pour les batteries, le cuivre pour les téléphones ou ce genre de choses. Et vu que la demande elle est énorme, on en a beaucoup besoin et donc on n'arrive pas à en avoir assez par rapport aux besoins qu'on a. Emmanuel, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre ? C'est très intéressant parce que notamment la définition avec le danger, c'est-à-dire potentiellement on va en manquer, l'apocalypse, donc il y a une certaine peur qui se dégage notamment de cette interview et notamment il y a toute la question de la pénurie. Derrière les réponses des personnes qui ont été interviewées et quelque part, ça répond quand même justement à cette question de qu'est-ce que ça veut dire un métal critique et pourquoi il est critique. Alors on va y revenir, mais avant, je voudrais quand même qu'on précise un peu les choses, peut-être faire rappeler quelques définitions, parce que quelqu'un a parlé de métaux rares, on parle aussi de métaux stratégiques parfois, et là, nous, on parle de métaux critiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre ces trois mots-là ? Oui, bien sûr. Lorsqu'on va parler d'un métal rare, je vais mettre ma casquette de géologue, donc on va regarder en gros la concentration dans la croûte terrestre. C'est-à-dire qu'on va se dire, par exemple, du fer, c'est plutôt répandu dans la croûte terrestre, c'est un métal abondant. De l'or, c'est très précieux, il y en a très très peu, c'est très très peu concentré, ça va être un métal rare. Donc en gros, le géologue, il va faire une échelle de ce qui est abondant, ce qui est moyennement abondant et ce qui est rare et ce qui est très rare. L'économiste, il n'est pas géologue, il n'est pas poète comme ça, il va plutôt se poser la question de est-ce que c'est important pour l'économie ? Est-ce que c'est important pour des secteurs spécifiques ? Donc il a créé le terme stratégique. Là, on va plutôt se poser la question de est-ce que c'est important pour l'économie en général ? Et donc dans l'économie, vous allez voir le secteur de l'énergie, le secteur des transports, le secteur, du logement. Et puis il y a une autre composante de la criticité, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi une question géopolitique derrière ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des pays qui produisent ces métaux et qui potentiellement pourraient venir nous ennuyer pour ne faire de la restriction, par exemple, dire moi, je ne vous vends plus les métaux. Donc derrière criticité, il y a de l'économie, il y a aussi de la géopolitique, et puis vous pouvez rajouter une autre composante, c'est un petit peu d'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'un métal, il ne peut pas être critique parce que les conditions de production, elles ne sont pas exemplaires. Et puis dernière chose, c'est de la criticité sociale, c'est est-ce que, par exemple, quand j'utilise mon téléphone portable, je pense au petit garçon qui, en République démocratique du Congo, va extraire le cobalt dans des mines artisanales. Donc, vous voyez, la criticité, c'est beaucoup tout ça. Ouais. Voilà, c'est un concept très large et qui va aller brasser, différentes disciplines.
Alors l'Europe a placé plusieurs métaux sur une liste justement de matières premières critiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de métaux critiques ? Alors l'Europe, effectivement, elle a dressé une liste. Alors elle a commencé à dresser une liste en 2011. Ouais. C'est pas nouveau. Elle a dressé la liste de 2023. Il y a 34. Alors, je ne vais pas dire métaux parce qu'il n'y a pas que des métaux. Il y a aussi... Moi, je disais matières premières. Il y a des matières premières. Voilà. Parmi elles, il y a des métaux d'importance. Alors, dans les métaux d'importance, on va avoir par exemple le lithium. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au niveau européen, on n'en produit quasiment pas. On importe 95% de nos besoins. Vous allez avoir le cobalt, qui est aussi un métal critique. Et puis, vous allez avoir des métaux dont on parle beaucoup moins parce qu'on les utilise tous les jours. Par exemple, vous prenez, je ne sais pas moi, le nickel, vous prenez le cuivre. On va les faire rentrer dans cette liste parce qu'on pressent que, notamment dans les transitions bas carbone et numériques, on va en avoir besoin. Et pourquoi ? Parce que... On anticipe un petit peu. Ouais, notamment, on va avoir besoin de raccorder des éoliennes ou des panneaux solaires. Et il faut du cuivre. Est-ce que sur ces métaux critiques, on se dirige davantage vers des criticités liées à des problèmes d'approvisionnement ou des problèmes géopolitiques ? Enfin, des problèmes de ressources ou des problèmes géopolitiques ? Tout mélangé un peu. En fait, le problème, c'est que, j'ai envie de vous dire, chaque métal va avoir ses propres caractéristiques. Si vous prenez par exemple le cobalt, je reviens sur cet exemple-là. Le cobalt, il est produit à 70% en République démocratique du Congo. Après, une fois qu'il est produit, il va être raffiné à plus de 70% en Chine. D'accord, donc il y a des monopoles. Exactement. C'est-à-dire que potentiellement, la Chine, si elle a envie de nous embêter dans la compétition mondiale, elle pourrait dire j'arrête d'exporter du cobalt en Europe. Donc, vous voyez, pour le cobalt, on est plus sur des problèmes géopolitiques. Si vous prenez un métal comme le nickel ou le cuivre, on va se situer au début, au niveau de la mine, par exemple, pour ouvrir une mine de cuivre, en moyenne, il faut 15 ans. Entre le moment où vous faites la première exploration et la première production. Ça veut dire que là, c'est pas forcément géopolitique, parce que du cuivre, vous en avez dans plein de régions, en Amérique latine, vous en avez en Australie, aux États-Unis, un petit peu en Europe, en Afrique. Donc là, il n'y a pas de problème de restriction. Mais par contre, il faut beaucoup de temps pour ouvrir une mine de cuivre. Si vous prenez le lithium, ça peut se situer au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font du lithium aujourd'hui. On considère qu'il y a 5 grosses entreprises qui font 70% du marché. Donc vous voyez, la criticité, on va l'apprécier de manière différente selon les métaux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi l'apprécier de manière différente selon les pays. Si vous avez une industrie qui fait du véhicule électrique, vous allez considérer que le lithium, il est critique. Si vous ne produisez pas de véhicule électrique, le lithium, il n'est pas critique pour vous. Il y a tout un contexte à prendre en compte. En gros, si je comprends bien, en fait, avec la transition énergétique, on est en train de remplacer finalement notre dépendance aux énergies fossiles par une dépendance aux métaux, là. Alors, on est en train de remplacer, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on le sait. C'est-à-dire qu'on met tout en place pour notamment essayer de juguler tous ces effets. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, lorsqu'on parlait de métaux critiques, on marchait un tout petit peu dans le désert, pour tout vous dire. Depuis 5 ans, maintenant, la prise en compte de cette problématique, elle est à tous les niveaux, à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'on commence à avoir véritablement des gens qui commencent à être informés sur cette question-là. Et notamment, j'allais dire, au niveau des cercles de pouvoir. En France, par exemple, on a un délégué interministériel aux matériaux critiques. Mais je pense que le contexte géopolitique aussi a renforcé un peu l'intérêt qu'on a autour de ces métaux. Complètement. J'allais dire entre l'avant-Covid et l'après-Covid, on a eu, j'ai presque envie de faire un parallèle, mais on a eu une pénurie de masques. On n'a pas envie d'avoir une pénurie de cuivre et de lithium. Et quelque part, le monde, il a tellement changé d'un point de vue géopolitique depuis 2019 qu'on a véritablement un monde où il y a beaucoup de compétition et puis il y a une forme très sournoise d'un point de vue géopolitique, ce qui se passe au niveau international. Alors pour explorer l'avenir de notre consommation en métaux, vous n'utilisez pas de boule de cristal, mais des modèles numériques sophistiqués. Vous allez nous en dire plus sur votre travail. Place aux sciences en action avec Lorraine. Emmanuel, on va essayer de comprendre ensemble comment vous mettez le monde en boîte, comme vous dites. Alors pour commencer, je voudrais qu'on regarde ensemble des chiffres issus du modèle que vous avez développé avec votre équipe.
Alors, on y voit ici plusieurs métaux critiques qu'on a évoqués en introduction de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on lit ce tableau ? Alors comment on lit ce tableau ? C'est que notre travail, c'est d'essayer de projeter les besoins que nous allons avoir, notamment en matière de métaux, dans la transition bas carbone. Et quand on dit projeter, ça veut dire que notre modèle, on va lui demander, en gros, d'imaginer des environnements. Et là, vous avez 2 environnements climatiques. Vous avez un environnement 4 degrés. Un environnement 4 degrés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... On n'a pas fait d'efforts ? On ne fait pas d'efforts. C'est-à-dire, on appelle ça business as usual, c'est-à-dire, en gros, on continue comme on est, hein, venez comme vous êtes. Et puis, à côté de ça, vous avez un scénario 2 degrés. Scénario 2 degrés, ça veut dire, en gros, on va suivre les préconisations des accords de Paris 2015 et on va essayer de chasser l'essentiel des gaz à effet de serre. Et nous, notre modèle, on lui dit, OK, tu chasses les émissions de gaz à effet de serre et qu'est-ce que tu vas faire en fait pour les chasser ? Donc notre modèle, qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous dire, si je veux atteindre 2 degrés, il faut que je sache... tant d'éoliennes, voilà, il faut que je chasse le charbon, il faut que je chasse le gaz, il faut que je chasse le pétrole. Et donc il va nous mettre un mix énergétique plutôt bas carbone, avec des éoliennes, du solaire, du nucléaire. Il va nous mettre des véhicules électriques un peu partout. Au niveau mondial, là ? Au niveau mondial. Est-ce que la sobriété est prise en compte aussi ? Absolument pas. Là, dans ce que vous avez ici, c'est, j'allais dire, des résultats en brut. D'accord. C'est-à-dire qu'on laisse juste le modèle, et le modèle, il nous dit quoi ? Il nous dit, par exemple, dans un monde de degrés, avec tant d'éoliennes, tant de véhicules électriques et puis tant de solaire, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à chaque éolienne, il y a un contenu en matériaux. C'est-à-dire que vous avez un mât d'éolienne, vous avez de l'aluminium, du zinc, vous avez des aimants permanents, vous avez des terres rares à l'intérieur, et puis notre modèle, il nous fait une addition de tout ça. Et donc, après ça, on le rapporte à ce qui existe dans la croûte terrestre. Donc là, on est sur des questions uniquement de ressources et de quantité disponible. Tout à fait, c'est géologique. Là, on s'est posé la question de est-ce qu'à l'horizon 2050, on pourrait avoir une limite géologique à la transition. D'accord, là on s'affranchit des questions géopolitiques. Voilà. Là, c'est vraiment que de la géologie. On voit que sur certains métaux, on atteint presque la limite. Là. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Ça vous a surpris ? Alors oui, ça nous a surpris. Ça nous a surpris, pourquoi ? Parce que lorsque vous lisez la presse, lorsque vous écoutez la radio, on vous parle souvent, par exemple, des terres rares. Regardez les terres rares. En fait, les terres rares, il n'y a aucun problème de limite physique. Oui, 3,8%. 3,8% des ressources consommées à l'horizon 2050, ça veut dire il ne se passe rien. Bon, ce qu'il y a derrière les terres rares, c'est qu'il y a un problème environnemental majeur. D'accord ? D'où la question sur la criticité tout à l'heure. Lorsque vous regardez les autres, on s'était dit, logiquement, le lithium, ça devrait être aussi critique, qu'on l'utilise partout. Vous regardez, c'est quasiment un des plus faibles en termes de limite physique. Et là où on a été étonné... Oui, et vous le disiez en début d'émission, vous parliez du cuivre. Oui. En début d'émission, en disant, il y en a un peu partout, et la question, c'est surtout que c'est concentré dans certains pays. Oui. Mais en fait, non, c'est aussi une question de... c'est aussi une question, j'allais dire, géologique. Pourquoi ? Parce que quand on a fait ces calculs-là, on avait tout simplement des ressources de cuivre qui étaient inférieures à ce que l'on a aujourd'hui. Entre-temps, on refait ces calculs-là, exactement, on a des nouvelles ressources. Mais malgré tout, qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que quand on parle de, j'allais dire, transition métallique, il faut regarder les gros métaux, le cuivre par exemple, il faut regarder le nickel. Pourquoi ? Parce que ces métaux-là, ils sont déjà utilisés dans tous les secteurs économiques. Si je prends le cuivre, dans ce studio, vous en avez partout. Dans les transports, il y en a partout. Pour les connexions numériques, il y en a partout. On l'utilise de manière très massive. Le cuivre. Oui, là où les terres rares, c'est très spécifique. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, ce que ça nous a appris, c'est regardons les métaux non ferreux, le cuivre, le nickel. On a les mêmes résultats sur l'aluminium et la bauxite, pour tout vous dire. C'est-à-dire que les métaux d'importance économique, ils sont très importants pour la transition bas carbone. Et quelque part, c'est eux qu'il faut regarder en priorité. Oui, parce que c'est important pour la transition bas carbone, mais c'est important pour toute autre consommation. Tout à fait. Et regardez, ce qui est très, très important aussi, c'est que même si on ne fait rien, dans un scénario 4 degrés, vous apercevez que pour le cuivre, on va quand même continuer à en consommer beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le développement économique actuel, il est tellement gourmand en métal que de toute façon, au bout d'un moment, il va falloir se poser la question des limites
et notamment des limites physiques de nos consommations. Et c'est presque dès maintenant qu'il faudrait se poser la question. Ah, mais il faut se la poser tout de suite, on se la pose, et on se la pose parce que notamment, même si vous voulez, à l'horizon de votre génération, de la mienne, on ne va pas en manquer, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des pénuries, mais malgré tout, si vous en avez, j'allais dire, si c'est plus difficile à obtenir, Il y a des tensions. vous allez avoir des tensions sur les prix. Donc ça veut dire que le coût de la transition énergétique, il va augmenter. Et là, d'un point de vue social, c'est une catastrophe. Et ça pourrait peut-être même la ralentir et du coup avoir les conséquences qu'on connaît après. Alors ça peut être un frein. Ouais. Ça peut être un frein. Et justement, ce qu'il faut dans cette question métallique, c'est les métaux, si vous voulez, ils ont des propriétés qui sont formidables quand même. On oublie souvent de le dire, mais les métaux... C'est pas pour rien qu'on les utilise. Mais bien sûr, le métal, c'est un outil qui permet de démultiplier la puissance d'une technologie. Lorsque vous ouvrez votre téléphone portable, vous appuyez sur l'écran, que l'application se lance, c'est parce que vous avez derrière tout ça, en fait, des petits métaux, des terres rares qui vont vous permettre, en fait, d'avoir cette application-là. Donc, on a oublié tout ça. Donc, c'est des leviers de technologie. Mais c'est potentiellement des freins aussi, parce que problème de limites physiques, problèmes économiques, problèmes géopolitiques, problèmes environnementaux. Alors, moi, je trouve ça assez étonnant quand même que vous nous sortiez des chiffres aussi précis sur des phénomènes qui sont globaux, qui ont beaucoup de paramètres. Quelles données vous mettez dans votre modèle pour être sûr qu'il est pertinent ? Alors, déjà, pour tout vous dire, moi, à chaque fois que je fais une présentation et que je présente ça, je dis, regardez ces chiffres, ils sont de toute façon faux. Okay. Et pourquoi je dis qu'ils sont faux ? Parce que quand on fait des scénarios, on fait des dizaines de scénarios. Ce que je vous montre là, c'est des scénarios, c'est des scénarios très très bruts. C'est ce qu'on appelle des trajectoires. Ces trajectoires, qu'est-ce qu'ils permettent de faire ? Ils permettent notamment, lorsqu'on les présente à des pouvoirs publics, ça les fait réagir. D'accord ? Et donc, ça permet notamment de créer du débat, ça permet d'argumenter sur la nécessité de prendre en compte la question métallique dans nos consommations. S'il n'y a pas ce type de graphique-là, on ne se pose pas la question d'une sobriété sur les métaux. On se met pas dessus et on ne se rend pas compte. Exactement. Parce que vous faites aussi des scénarios différents, vous faites varier des paramètres de politique publique, par exemple d'incitation à faire plus d'éolien, d'incitation à... Tout à fait. Ouvrir des mines, d'incitation à... Tout à fait. Alors, on peut tout mettre dedans ? On ne peut pas tout mettre dedans. On ne peut pas tout mettre dedans, mais quand je vous disais tout à l'heure qu'ils sont faux, c'est parce qu'en gros, on a tellement de scénarios. Ça, c'est les scénarios sans politique publique. Si vous voulez, on rajoute des scénarios de politique publique. Par exemple, si vous vous dites, on va passer d'une mobilité, j'allais dire, où on est... tout seul dans son véhicule électrique, à une mobilité où on est à 3 dans le véhicule électrique, vous allez retirer 20% du cuivre. Voyez ? Donc ça veut dire que c'est un autre type de trajectoire. Si, par exemple, je fais une trajectoire dans laquelle je mets du recyclage de cuivre à 80%, eh bien, je vais avoir ma criticité du cuivre, là, on va passer de 90 ou 95% à moins de 55%. Oui. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, déjà, ça veut dire que ce type de modèle-là, ils sont faits pour créer de l'action. Et 2, ça veut dire qu'on a peut-être un mur physique devant nous, mais potentiellement, on a des politiques qui permettent d'éviter de prendre le mur et puis surtout de penser autrement. Quand vous pensez recyclage, vous pensez autrement. Quand vous pensez mobilité soutenable, vous pensez autrement. Oui, c'est aussi un changement de modèle de société et donc des changements globaux à mettre en place tout de suite. Parce que c'est des gros systèmes qu'il faut changer. Là. Alors ça, c'est des gros systèmes et ça, j'ai presque envie de vous dire, c'est aussi, quand je vous disais, on met le monde en boîte. Mettre le monde en boîte, ça veut dire aussi se poser la question des problématiques un peu comportementales. Un des grands défis pour nous, sur nos modèles, c'est par exemple comment intégrer les nouveaux comportements des consommateurs dans ce type de modèle. Parce que sur un modèle mondial, vous imaginez, vous avez 8 milliards d'habitants, quand vous avez l'acquisition d'une technologie, comment ça se passe, comment je vais diffuser ce comportement. Je vous disais, on passe de 1 à 3 dans une automobile. Ça, on peut le modéliser. On peut se poser la question de comment on incite les gens à ne pas être tout seul dans une automobile, par exemple. Donc on peut donner des recommandations claires à des décideurs politiques ? On peut faire ça, et c'est ce qu'on fait. Est-ce que ça permet aussi de donner des priorités ? Peut-être des actions qui sont plus efficaces sur la réduction de notre consommation en métaux ? Alors oui, ça permet, de donner des priorités. Par exemple, dans nos modèles, il faut commencer par faire quoi ? Par faire du transport collectif.
Ça, c'est une grande, j'allais dire, une grande solution, mais pas partout. C'est-à-dire que ça marche très bien, par exemple, en Europe, aux États-Unis, là où vous avez beaucoup d'infrastructures. D'accord ? Si vous êtes plutôt dans des pays émergents, il faut commencer par faire tout de suite de la sobriété. Vous voyez ? D'accord. Par contre, nous, dans nos modèles de consommation, plus on fera multipolitique, c'est-à-dire du transport collectif, de la sobriété, plus du recyclage, là on arrivera à quelque chose, parce que quelque part, juste le chiffre dont on a parlé au départ, c'est mondial. Vous imaginez que nous Européens, on est largement au-dessus des 3,6 kg de minerais métalliques. Hein, on doit être au niveau du double, et que notamment les pays émergents, notamment en Afrique ou en Amérique latine, ils sont très très loin de ce niveau-là. Donc ça veut dire que nous, on a intérêt à aller vers des politiques, à les multiplier, et surtout à se dire, quand est-ce qu'on commence ? Merci Emmanuel. Alors, on l'a dit, qui dit transition énergétique dit aussi transition vers des transports plus électriques. Alors, on fait une petite pause, juste le temps pour nous de jeter un coup d'œil dans le rétro avec Marine sur l'histoire de la voiture électrique. Pour mener à bien la transition énergétique, on l'a dit, on va devoir utiliser des sources d'énergie décarbonées qui n'émettent pas de CO2. Et dans le domaine des transports, c'est la voiture électrique qui a le vent en poupe en ce moment. Avec l'interdiction dès 2035 de vendre des voitures thermiques neuves dans l'Union européenne, on parle souvent de la voiture électrique comme de la voiture du futur. Mais on oublie souvent que c'est aussi la voiture du passé. Ah oui, ça fait déjà une petite vingtaine d'années qu'on en entend parler de ça. Ça fait beaucoup plus qu'une vingtaine d'années. La première voiture électrique a quasiment 200 ans. Et surtout, ce que peu de gens savent, c'est qu'elle est arrivée avant la voiture à essence, la voiture thermique. C'est Robert Anderson, un homme d'affaires écossais, qui a conçu le premier prototype de voiture électrique dans les années 1830. Alors quand je dis voiture, on n'est pas sur un SUV de luxe avec direction assistée et radar de recul. C'était une carriole électrique qui avançait grâce à des piles non rechargeables. Inutile de vous dire qu'elle n'allait pas très loin. D'autres prototypes sont créés sans grand succès, et il faut attendre l'invention de la batterie rechargeable en 1859, puis son amélioration en 1881 pour que la voiture électrique tienne enfin la route. Elle devient plus endurante et prend sérieusement sa place sur le marché de l'automobile. Et elle arrive à concurrencer la voiture thermique alors ? Tout à fait. Quand les premières voitures à essence débarquent sur les routes à partir de 1885, beaucoup de gens préfèrent l'électrique. C'est moins bruyant, ça ne crache pas de nuages de fumée et c'est plus facile à démarrer. À l'époque, il fallait tourner une manivelle pour lancer les voitures thermiques. Et au-delà du confort, c'est aussi au niveau de la performance que les électriques concurrencent les thermiques, notamment dans les courses automobiles. En 1896, par exemple, l'une des premières courses organisées aux États-Unis est remportée par une électrique, la Ryker, qui arrive devant les voitures à essence. En France aussi, l'électrique fait parler d'elle. La plus célèbre, c'est la Jamais Contente, une voiture électrique en forme de torpille qui a marqué l'histoire puisque c'est le premier véhicule automobile à franchir la barre des 100 km/h. En bref, la fin du 19e siècle, c'est l'âge d'or des voitures électriques. C'est simple, en 1900, elles représentent plus d'un tiers des voitures en circulation aux États-Unis. Bon, mais alors pourquoi ça n'a pas duré ? Alors pour plusieurs raisons, mais pour faire court, c'est une question d'argent et d'autonomie. D'argent parce que les voitures électriques coûtent très cher. En plus, dès 1908, l'entreprise Ford commence à produire ses voitures à la chaîne, des voitures thermiques, ce qui fait dégringoler leur prix. Par exemple, la Ford T se vend 2 fois moins cher qu'une électrique. Et puis surtout, la voiture électrique a du mal à rivaliser avec le pétrole. Il coûte moins cher qu'une batterie, il est plus facile à stocker et il permet une plus grande autonomie à une époque où les gens travaillent de plus en plus loin de chez eux et font donc de plus longs trajets. Fatalement, la voiture électrique se fait distancer par la voiture thermique à partir des années 1910 et elle reste au bord de la route pendant presque un siècle, jusque dans les années 2000. Aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène avec plus d'autonomie que jamais, mais compte tenu du défi que représente le dérèglement climatique, les appels à la sobriété énergétique se multiplient et on recommande de plus en plus de privilégier les moyens de déplacement non motorisés. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la voiture électrique n'est pas déjà obsolète avant même son retour en force ? Emmanuel, on vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, je pense que c'est extrêmement bien fait et effectivement, ce qui a empêché notamment le développement massif du véhicule électrique au début du siècle dernier, c'est qu'également, il y avait des surplus de pétrole à utiliser, à écouler. Et on dit souvent que c'est Ford qui a sauvé l'industrie pétrolière parce qu'à l'époque, la seule utilisation du pétrole, c'était ce qu'on appelle le pétrole lampant, c'est-à-dire les lampes à huile. Vous voyez, et donc c'était vraiment un
micro-marché. Et lorsque le marché pétrolier s'est agrandi, il a fallu trouver des débouchés. Et heureusement que Ford est arrivé avec sa Ford T, parce que ça a permis notamment de retirer ce goulot d'étranglement qu'il y avait sur le marché. Et en plus, il y avait cette problématique d'autonomie qui déjà existait à l'époque et qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de réticence de certains consommateurs à acheter un véhicule électrique. Et vous pensez qu'elle a quand même de l'avenir ? Bien sûr qu'elle a de l'avenir. Je pense que c'est véritablement la technologie qui a un avenir dans un monde encore de véhicules. Après, on peut s'interroger sur est-ce qu'on n'a pas une place trop importante du véhicule de manière globale dans nos sociétés modernes. Là, c'est une question qui est, j'allais dire, plus relative presque à la sociologie. Parce que, quelque part, quand on parle de voiture en sociologie, on parle de la bagnole. C'est-à-dire la bagnole, symbole de liberté, 18 ans, le permis. Il y a quand même tout un ensemble de rites de passage derrière l'automobile qui font que, on va malheureusement, je pense la conserver encore un tout petit peu, mais malgré tout, bien sûr que véhicules électriques et un tiers des parts de marché ou du stock de véhicules autour de 1900, c'est assez marrant parce que l'année dernière, le véhicule électrique en France a représenté 26% des ventes. C'est-à-dire qu'on commence à être dans le même type, j'allais dire, de chiffres qu'en 1910. Qu'en 1910. Et ça, c'était un record en plus. Et c'était un record l'année dernière. Bon, on va en parler un peu plus précisément dans la suite de l'émission. Dans un instant, nous allons recevoir un de vos collègues à IFP Énergie Nouvelle. Nous nous intéresserons au recyclage des batteries, une méthode pour répondre à la demande en métaux imposée par le boom des véhicules électriques. Mais est-ce une source d'approvisionnement suffisante ? Comment recycler les batteries ? Et où en est la filière de recyclage en France et en Europe ? Accueillons notre prochain invité. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Arnaud Baudot. Bonjour, enchanté. Bon, vous connaissez bien tous les deux. Ah oui, tout à fait. Alors, on est ravis de vous recevoir sur le plateau de Science en Question. Vous êtes responsable du programme de recherche métaux stratégiques de la mobilité durable à IFP Énergie Nouvelle. Alors, le secteur de l'automobile prend le virage de l'électrique à toute allure. La France prévoit de produire 2 millions de véhicules électriques en 2030. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie automobile française et même européenne, a les capacités de répondre à cette demande ? Alors, tout à fait. L'Europe s'est dotée en fait d'outils pour investir massivement, notamment dans la filière batterie, à travers la construction de ce qu'on appelle des gigafactories. Ce sont notamment dans le nord de la France. Exactement. Il y a la Battery Valley autour de Dunkerque pour construire massivement des batteries électriques. Donc il y a un plan d'investissement massif français, européen. La France prévoit de produire 2 millions de batteries par an à l'horizon 2030 au travers de 4 grandes gigafactories qui seront installées dans le nord de la France. L'idée des gigafactories, c'est quoi ? C'est de rassembler les moyens et puis c'est d'avoir des moyens de production énormes pour réduire les coûts par unité. Quoi, en fait. Voilà. On a quand même un petit peu de retard par rapport à d'autres pays aujourd'hui, non ? Alors effectivement, on n'est pas très en avance. Les Chinois ont décidé d'investir dans la filière batterie aux véhicules électriques depuis à peu près 15 ans. Et donc maintenant, ils détiennent 80% de la production de batteries électriques automobiles. Donc leurs usines sont énormes, elles fonctionnent, elles sont rentables. On s'y est mis à partir de 2019, donc c'est relativement 2017 exactement. Donc les investissements ont lieu, les usines sont en train d'être construites. ACC par exemple a construit son premier train de production, l'a inauguré l'année dernière, donc vous voyez c'est juste récent. Ce que vous voulez dire c'est que les gigafactories commencent tout juste à produire des batteries là. Sur le sol européen, tout à fait. Et par contre on est en avance par rapport aux États-Unis, voilà, qui se sont décidés à aller sur le véhicule électrique plus tardivement que l'Europe. Ok, mais concrètement ça veut dire qu'aujourd'hui les batteries de nos voitures électriques viennent plutôt de Chine ? Essentiellement. Ok. Alors, les besoins en métaux vont évoluer justement avec cette forte demande et besoin de production de batteries. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il faut s'attendre dans les années à venir ? Alors, si on considère l'accroissement de la demande mondiale en métaux pour les batteries électriques, on va avoir un doublement, voire un triplement de la demande en métaux critiques. Ces métaux critiques, ce sont le lithium, ce sont le nickel, le cobalt. Ce sont ceux-là qui interviennent principalement dans la fabrication des batteries ? Exactement. Ce sont les constituants chimiques des batteries qui leur donnent en fait leur potentiel énergétique en quelque sorte. Alors, pour réduire sa dépendance, la France et l'Europe misent sur le recyclage des batteries. Exactement.
comment on procède, comment on va faire ? Alors, le recyclage, en fait, est constitué de 2 grandes étapes. On va traiter les batteries en fin de vie et les rebuts des usines, des gigafactories de production de batteries. Une première étape va constituer à démanteler et traiter mécaniquement les batteries, notamment les séparer et avoir un concentré de métaux qu'on va appeler la black mass. Donc c'est une poudre noire dans laquelle on a un concentré de lithium, cobalt, nickel, manganèse, un peu de cuivre et d'aluminium. Ça, c'est la première étape. Déjà, c'est un minerai en quelque sorte urbain. Voilà, artificiel. C'est quoi un minerai urbain ? Minerai urbain, c'est un minerai qui ne vient pas des pays producteurs, des pays miniers, mais plutôt issu de... C'est ce qu'on appelle la mine urbaine. Ce sont les mines qui vont valoriser les déchets en quelque sorte. Okay. Voilà. Et une deuxième étape va constituer à séparer et purifier les métaux pour avoir des composés métalliques ultra purs qui vont pouvoir être réincorporés dans la filière batterie. Mais alors aujourd'hui, les voitures électriques, elles sont plutôt neuves, elles ont encore quand même une durée de vie. Exactement. Donc on recycle quoi ? Quelles sont nos sources de recyclage ? Alors, donc pour le moment, il existe 2 unités de recyclage de batteries en France, opérées par Veolia et par Suez. On envisage de construire 1 ou 2 plus grosses unités à l'horizon 2030 qui seront essentiellement alimentées par les rebuts de production, ce qu'on appelle en anglais les scraps de production. C'est-à-dire toutes les batteries qui ne sont pas aux normes, qui sortent des gigafactories. Voilà. C'est le cas aujourd'hui là, des 2 pilotes dont vous parliez de Suez et Veolia. Elles sont alimentées par déjà ces Alors rebuts ? non, ce sont elles sont plutôt dédiées à certaines productions de voitures électriques comme la Zoé ou la Nissan Leaf. C'était les premières voitures électriques qui ont été commercialisées en France. Il y en a déjà un petit peu qui il y en a déjà un peu. Elles traitent quelques milliers de tonnes de batteries par an. Voilà. Ça reste faible. Hein. Une unité industrielle de recyclage de batteries, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle traite plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an, environ 50 000 tonnes par an. Donc là, on est à peu près à un ordre de grandeur inférieur. Et il y a des technologies de batteries différentes dans les voitures ? Est-ce qu'on sait recycler toutes les technologies ? Il existe 2 grandes chimies de batteries en quelque sorte. Les batteries qui sont à base de lithium fer phosphate, ce sont plutôt les batteries entrée de gamme, bas coût. Pour l'instant, alors on sait les recycler, mais ça n'est pas économique. Donc l'effort est plutôt porté sur d'autres types de batteries qui sont dites NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui contiennent tous ces métaux notamment stratégiques, critiques, rares, sur lesquels on sait qu'il va y avoir de très fortes tensions d'approvisionnement dans les 15 ans à venir. Et donc ils vont coûter cher ? Ils vont coûter très cher, ils vont coûter de plus en plus cher. Et donc ils ont une valeur. Et donc on a tout intérêt à sanctuariser leur recirculation sur le sol européen. Donc construire des voitures électriques d'une part avec des batteries européennes fabriquées en Europe, mais aussi à terme pouvoir recycler pour pouvoir faire tourner en rond en quelque sorte ces métaux de très forte valeur à long terme sur le sol européen. Voilà. Et donc vous, à IFP Énergie Nouvelle, votre mission c'est de développer les procédés qui permettent d'améliorer justement les étapes de recyclage des batteries ? C'est ça, tout à fait. Donc il existe déjà des procédés existants qui sont plutôt issus des anciennes technologies minières en fait, ou des procédés de raffinage métallurgique actuels. Et on travaille à IFP Énergie Nouvelle sur l'amélioration de ces procédés pour les rendre plus efficaces, améliorer le rendement de récupération notamment du lithium, mais aussi réduire leur empreinte écologique, environnementale. Ce sont des procédés qui produisent des effluents plutôt polluants. Alors, ça ne produit pas des poisons en quelque sorte, mais ça va produire ce qu'on appelle des saumures, des sels, qu'il va falloir retraiter. Nous, on va travailler à valoriser ces sels pour qu'ils tournent en rond au sein de l'usine. Pour l'instant, ces sels sont rejetés plutôt à la mer ou à la rivière. Vous parliez de rendement, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme rendement alors du recyclage ? Alors sur le recyclage, sur le nickel et le cobalt, on peut obtenir des rendements de récupération de l'ordre de 80-90%. Pour le lithium, on est plutôt à 60%. Nous, on va développer des technologies qui vont permettre d'améliorer ce rendement de récupération du lithium autour de 90%. C'est bien parti ? C'est bien parti. Oui, tout à fait. Là, on est encore quoi, au stade du démonstrateur ou ça peut déjà être appliqué, comme vous le disiez, là, dans certaines entreprises ? Alors, actuellement, on est plutôt au stade du démonstrateur. Les sociétés, il y a un certain nombre de sociétés françaises qui sont plutôt leaders sur le sujet. Les grands acteurs, ce sont les acteurs miniers. On a Orano et Eramet
qui déploie des pilotes. Alors un pilote, c'est une micro-usine en fait, pour tester, à pour grande se échelle. faire la main en fait. Ouais. Alors, c'est grand comme le studio à peu près. Ok. Voilà. Donc une usine, c'est beaucoup plus grand. Mais ça permet de se faire la main avec des vraies matières et dans des vraies conditions industrielles. Et puis, donc, les sociétés minières. On a également des sociétés plutôt liées à l'environnement, recyclage, Suez et Veolia. Et puis des start-up dédiées, par exemple la start-up lyonnaise Mekaware. Bon alors, vous ne naviguez pas à vue, l'Europe et la France ont une trajectoire bien claire. Quels sont les objectifs fixés en termes de recyclage des batteries ? L'Europe a fixé un certain nombre... Il y a eu en fait une directive européenne à l'été dernier, en fait l'été 2023, qui a fixé une obligation de recyclage et de taux de réincorporation de matériaux recyclés dans les batteries européennes. Donc la filière devra recycler à peu près 80-90% des matériaux d'intérêt, c'est-à-dire le nickel, le cobalt, le lithium. Alors après le recyclage, les produits recyclés peuvent être envoyés en métallurgie ou vers les batteries. Et pour favoriser le recyclage, le retour vers la filière batterie, il y a un taux de réincorporation minimum de lithium, de cobalt, de nickel aux horizons 2030 et 2035 pour que les batteries soient autorisées à être vendues en Europe. C'est combien ? Voilà. C'est de 6% en 2030 pour le lithium à 30 à 50% à 2035 pour les métaux, notamment le cobalt. On va y aller progressivement. Voilà. Alors. L'idée, c'est qu'il y ait une courbe d'apprentissage, qu'on puisse laisser le temps de construire les usines, qu'elles fassent leur profit, de manière à pouvoir créer toute la filière, en fait. Voilà. Oui. Boucler la boucle du recyclage. Ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est que certes, il y a beaucoup de technologies, c'est ce qu'on fait, mais il y a aussi, j'allais dire, tout le changement d'état d'esprit qu'il va falloir incruster dans la société. Et c'est incruster, quand je dis incruster, c'est vraiment incruster. C'est-à-dire éco-concevoir d'un côté, pour pouvoir mieux recycler, et après, pour que les métaux issus de ce recyclage rentrent en boucle fermée, c'est-à-dire dans le même secteur, et à réalimenter les batteries, avec des objectifs il faut tant de pourcentage de métaux recyclés dans les nouvelles batteries. On parle Donc, d'économie circulaire. Voilà, et il faut vraiment que au bout, j'allais dire, il faut de l'éco-conception, de l'autre côté, il faut des objectifs réglementaires. Donc en fait, il faut les deux. Et c'est essentiel de voir le recyclage comme cela. Quelque part au milieu, on a tous les procédés qui permettent de minimiser les impacts. Ce qui est sûr, c'est que recycler des métaux, ça consommera toujours moins d'énergie et moins d'eau que d'aller chercher des métaux dans la mine. Okay. Ça, c'est clair. Pour autant, le recyclage des batteries, c'est pas la solution miracle. Ça va pas nous permettre de couvrir tous les besoins en métaux. Il n'y a pas de solution miracle. Le recyclage, c'est un des leviers essentiels. Et c'est pour ça qu'IFP Énergie Nouvelle est dessus. C'est essentiel de le développer. Et à côté de ça, il y a toutes les politiques publiques dont on a parlé, notamment la sobriété, l'efficacité matériaux des batteries. C'est tout. J'allais dire, la transition, c'est pas un levier, c'est plusieurs leviers qui malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il va falloir actionner ensemble. Très bien, merci. Alors pour réduire la dépendance de la France aux autres pays, une question se pose, faut-il rouvrir les mines pour extraire les métaux du sous-sol français ? Cette question fait débat, on a demandé l'avis à notre public, regardez. Moi je suis complètement favorable parce que je prône l'indépendance entre guillemets de chaque pays, quoi. Pas dépendre des autres, et pour moi c'est le mieux. On est toujours dépendant de tout le monde. On est dans un monde interactif. Donc c'est un leurre que de dire l'indépendance absolue, etc. de la France. Non, c'est un concept qui est complètement erroné. Je pense qu'il faut faire très attention de ce qu'on ouvre. Parce qu'il y a vraiment les besoins et ce n'est pas une nécessité d'ouvrir absolument. On peut peut-être faire autrement. Tant qu'il n'y a pas un débat sur la sobriété énergétique, la réduction de notre consommation, le changement de modèle économique, pour moi, je bloquerai toute ouverture de mine. À partir du moment où on se pose ces questions et où on conditionne l'ouverture de mine pour permettre de ne pas saccager des pays à l'extérieur, pas en France, mais dans d'autres pays, et qu'on s'interroge sur notre modèle de société, pourquoi pas. Non, je ne suis pas d'accord. La pollution, les nappes, la France, on va la laisser comme ça, c'est un bijou. On ne va pas la polluer, puisqu'on a pollué tout le reste du monde. On peut penser quand même, si on est en France, on va avoir un meilleur contrôle des normes environnementales que si on est au fin fond de la Chine. Ça semble quand même assez évident. Est-ce qu'il y a des propos qui vous font réagir dans ce que vous venez d'entendre ?
Non, je ne suis pas vraiment surpris. La mine, effectivement, a un côté un peu suranné. La mine, c'est Germinal, c'est la fin du 19e, c'est les corons. Alors tout le monde n'est pas opposé là, dans les personnes qu'on a pu interroger. Par contre, il y a une remarque à laquelle j'adhère particulièrement. Œuvrer ou faire produire une mine en France ou en Europe, les conditions environnementales et sociales seront toujours meilleures que dans des pays où il y a moins de contrôle de contraintes réglementaires. Ça, c'est certain. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Ah, très clairement. Très clairement. Ah, oui. Sûr. Ah, oui. Ça aura toujours un impact. Une mine propre, ça n'existe pas. Non, c'est comme un véhicule propre, c'est comme une énergie propre. Il n'y a rien de propre dans ce monde. Il y a toujours des impacts. Soit on les invisibilise, soit on essaye de les regarder en face, encore une fois. Et c'est ça qu'il faut regarder. Dans votre reportage, il y a plein de mots-clés. Il y a souveraineté, il y a sobriété, il y a usage et il y a impact environnementaux. Quelque part, il y a tous les mots-clés qu'il faut prendre en compte quand on se pose la question de est-ce qu'il faut rouvrir une mine, est-ce qu'il faut faire la transition, quels sont les impacts de la transition. Ça veut dire qu'encore une fois, on n'est pas face à une petite question quand on parle de transition bas carbone, on est dans un système très complexe où on ne vit pas de manière isolée. On a un monde extérieur, il y a des gens qui aujourd'hui vous permettent d'avoir des technologies numériques et bas carbone. Bien sûr. Ils subissent les impacts. Est-ce que c'est pas à nous de les prendre un tout petit peu, sachant que d'un point de vue global, ça sera meilleur. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, on entend de plus en plus parler de mines de lithium qu'on pourrait rouvrir en France, puisqu'on a des réserves de lithium sur notre territoire. Est-ce que vous y seriez favorable ? Moi, j'y suis favorable, très clairement. Et on sait que les acteurs travaillent, œuvrent pour avoir un impact environnemental le plus réduit possible. On cherche la contagion aussi des meilleures pratiques. Voilà. Rouvrir une mine en France, ça veut dire aussi montrer un savoir-faire. Et c'est montrer que potentiellement, on pourrait le faire aussi au Chili, on pourrait le faire en Indonésie, on pourrait le faire au Pérou. Et on pourrait peut-être conduire notamment des activités minières de manière un peu différente de ce qui se passe aujourd'hui avec les grandes multinationales, notamment chinoises ou anglo-saxonnes, de manière assez générale. Ça veut dire aussi donner l'exemple. Et donner l'exemple, ça veut dire déjà éprouver chez soi. Dans l'exemple que vous prenez en France, effectivement, il y a une mine de lithium qui potentiellement va ouvrir en 2028. Il y a plein de questions qui sont discutées à l'heure actuelle sur les impacts en eau, combien on va en consommer. Et surtout, il y a plein de questions sur les usages. À quoi va servir ce lithium ? Et ça, c'est intéressant parce que dans le débat public sur le lithium aujourd'hui, la principale question des personnes qui habitent dans l'Allier, là où potentiellement va se trouver la mine, on se pose la question de est-ce qu'on va produire du lithium chez nous pour des Tesla ou pour des Zoé ? Je caricature, mais on n'en est pas très très loin. Donc ça veut dire que les gens réfléchissent aussi en matière de pour quel usage. Et donc quelque part, il faut que ça serve. Il ne faut pas que ça soit un véhicule d'apparat. Il ne faut pas que ça soit un gros véhicule, un SUV. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte dans l'acceptation. Et c'est véritablement ce genre de choses qu'on peut lever lors des débats publics. Okay. Il y avait le même genre de questionnement aussi, je crois, autour de la construction des gigafactories. C'était... Est-ce qu'on accepte d'avoir des usines immenses à côté de chez nous, mais si c'est pour produire des SUV ou plutôt des petits véhicules, il y avait le même genre de débat. Alors, c'est l'heure pour nous de retracer votre parcours. Place à notre séquence en coulisses avec Marine. Alors j'ai plein de questions sur vos parcours, mais avant ça, on va vous laisser en parler vous-même. Je vais vous laisser 30 secondes à chacun pour vous présenter. C'est le petit challenge de l'émission. Dès que vous êtes prêts, on affiche un chrono. Emmanuel, c'est vous qui passez en premier. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Alors top chrono. Alors moi j'ai fait mes études en Seine-Saint-Denis jusqu'au bac. Après j'ai été à la fac, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai fait des études de développement économique au départ, économie, sociologie du développement. J'ai fait une thèse, je suis parti en Inde pendant 3 ans. Et puis en revenant d'Inde, j'avais déjà une passion pour les matières premières. Et mon premier boulot, ça a été travailler sur les matières premières. Et puis j'avais un côté enseignement aussi qui me titillait. Du coup, je donne des cours depuis une vingtaine d'années. Et donc voilà, c'est ce que je suis devenu. Bravo Emmanuel. Non. Arnaud, on enchaîne tout de suite avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à vous présenter ? Tout à fait. C'est parti alors. D'accord. Très bien. Donc j'ai fait un bac scientifique, c'est à l'époque, un doc de bio à la fac d'Orsay. Ensuite j'ai passé des concours agro, j'ai intégré l'école agro à Nancy, spécialité agroalimentaire. J'ai fait une thèse après plutôt en chimie industrielle sur les concentrations, les procédés de concentration d'arômes. J'ai travaillé au début ensuite dans des sociétés agroalimentaires, Unilever, Fromagerie
Ribel. J'ai intégré IFP Énergie Nouvelle où j'étais respectivement chef de projet dans le domaine de la chimie industrielle. Voilà. Bravo. Merci d'avoir joué le jeu. Voilà, donc comme je le disais, j'ai encore quelques questions à vous poser. Emmanuel, par exemple, ça fait longtemps que vous êtes fan de métal, si je peux dire ça comme ça. Oui. Avant de travailler à IFP Énergie Nouvelle, votre métier, c'était d'anticiper, de prévoir les prix des matières premières, et notamment du cuivre, du zinc, du plomb. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'économie des métaux depuis si longtemps ? J'ai toujours eu un rapport avec la mine et puis le sous-sol depuis l'enfance. Hein. Je ne veux pas dire que je me promenais avec mon petit piolet, mais je pense que j'ai raté. Je ne savais pas qu'il y avait des formations de géologue quand j'étais jeune. Je pense que j'ai peut-être une petite frustration du géologue derrière moi. Et effectivement, dès que j'ai pu avoir l'opportunité, après ma thèse, de travailler sur les questions, alors c'était plus des questions économiques, hein. Comment les prix vont évoluer, qu'est-ce que c'est qu'une industrie du plomb, du nickel, du zinc, je me suis dit que ça pouvait être très, 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 très intéressant. Et quelque part, ça m'a permis d'allier un peu la passion que j'avais pour ce sous-sol, parce que quelque part, le sous-sol, c'est un objet qu'on ne connaît absolument pas en France. Hein, on n'est jamais propriétaire du sous-sol. Et quelque part, moi, c'est ma façon d'être, c'est d'essayer de comprendre et d'être propriétaire de mon sous-sol. Alors sans transition, je voudrais revenir sur un point de votre parcours. Vous avez fait votre thèse en Inde. C'est assez hors du commun comme lieu pour faire sa thèse. En quelques mots, sur quoi vous avez travaillé là-bas ? J'ai travaillé sur le financement des campagnes agricoles pour les paysans indiens. J'avais 2 terrains d'études, le Pendjab dans le nord de l'Inde, le Pendjab et l'Haryana, qui sont deux États indiens. Et puis j'ai eu le bonheur d'aller faire des enquêtes dans le Bengale occidental, au sud de Calcutta, dans la baie du Bengale. Donc j'ai pu allier, plaisir du paysage, chaleur étouffante, taux d'humidité à 95%, et puis des beaux questionnaires qui sont revenus complètement trempés. Alors vous y êtes resté 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Est-ce que ça a changé votre regard sur la recherche ? Mais ça a changé ma vie parce que tout simplement, j'étais pas sorti, je pense, d'Europe avant de faire ma thèse. J'avais fait quelques petits voyages, mais franchement, je connaissais pas l'extérieur, je connaissais pas l'étranger dans sa globalité. Et puis surtout, ça m'a permis de voir ce que c'était que le travail de recherche, parce que je me suis retrouvé dans un centre de recherche qui était basé à New Delhi, mais surtout dans les centres de recherche, au Bengale occidental, où là, j'ai travaillé avec des chercheurs indiens qui avaient un point de vue qui était complètement différent. Et quelque part, moi, ça m'a permis de me mettre dans les chaussures du chercheur indien qui ne voit pas le monde de la manière d'un occidental. Et ça, c'était quelque chose de formidable, parce qu'en termes de, l'expérience de thèse, elle est presque anecdotique par rapport à l'expérience humaine que j'ai pu vivre quand j'ai fait ma thèse en Inde. Arnaud, j'ai aussi des questions pour vous. Vous n'avez pas toujours été fan de métal. Vous avez d'abord travaillé dans l'industrie agroalimentaire, vous l'avez dit. C'était pour quelles applications, par exemple ? Alors, j'ai travaillé sur plusieurs sujets. Quand j'étais aux Pays-Bas chez Unilever, j'ai travaillé sur de la margarine 0% de matière grasse. Alors attention, produit artificiel, ce qu'il en est. Voilà, on cherchait à ôter une petite odeur un faux goût qui traînait dans cette formulation tout à fait spéciale. Et j'ai travaillé aussi sur les problèmes d'affinage du fromage, le séchage, comment on fait une belle croûte de fromage. Dans un halloir hyper sophistiqué, il devait y avoir 25 capteurs dedans, voilà. Donc on a fait de la physique assez ardue sur ces sujets-là, voilà. Et comment vous êtes passé de l'agroalimentaire à l'étude des métaux ? Alors, en fait, tout ça, c'est la science de la matière, c'est la chimie, en fait. Hein. Le lien, il est évident. En agroalimentaire, vous faites des formulations, vous faites des bonnes recettes, en quelque sorte. Et pour faire une bonne recette, quand on est ingénieur agro, globalement, on sait ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous mettez ? Tel épaississant, est-ce qu'on rajoute tel ingrédient, arôme naturel ? Si je les mélange, qu'est-ce que ça donne et tout ça ? Et finalement, faire des éléments de batterie, c'est ni plus ni moins que la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on joue au Lego avec les atomes, avec les molécules, on fait des assemblages, il y a des choses qui sont réussies. Il y a des choses qu'on prévoit qui ratent, et puis des fois, il y a des synergies. C'est comme la cuisine. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial, c'est là, dans les batteries, on travaille sur les nanotechnologies. Et en fait, on imagine que ça va se passer comme ça, et de temps en temps, il y a un heureux hasard. Les lois de la nature font qu'on a une synergie géniale, plein de puissance, c'est plus léger, etc. etc. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu moins dans la technique et un peu plus dans la gestion stratégique. Oui. Et une part importante de votre travail, c'est la négociation. Alors pour que ce soit bien
bien clair, qu'est-ce que vous négociez, avec qui vous négociez? Alors, en fait, à IFP Énergie Nouvelle, on développe des technologies, c'est-à-dire en fait des procédés, des nouveaux produits qui vont être utilisés dans l'industrie. Donc l'industrie est en quelque sorte notre client. Et donc je vais vendre ces outils technologiques, souvent très performants, à des clients potentiels. Alors ça peut être des miniers, ça peut être des gens de la chimie. Et donc on va négocier. Donc il y a des histoires dessous. On va leur permettre d'utiliser notre technologie, on va leur donner notre savoir-faire. Et en échange, ils vont nous donner de l'argent. Voilà. Parce que cet argent, je vais pouvoir le réinvestir pour refaire de la nouvelle recherche, pour faire des nouveaux produits ou des nouvelles solutions encore plus performantes. Et donc vous négociez les prix en quelque sorte. Exactement. Et alors la négociation, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas ou vous êtes formé? Alors, quelque part, je pense qu'il faut un talent, enfin, faut aimer le faire. C'est-à-dire que, quelque part, lorsqu'on négocie, il faut au départ apprendre à dire non. C'est pas forcément dans notre culture, ça, savoir dire non. Après, on a eu des formations et donc, ça s'apprend aussi. Il y a des outils, il y a des trucs. Voilà. Et vous avez été formé par un professionnel du métier, vous pouvez nous raconter? Oui, alors effectivement, la personne à genoux en bas à droite, elle s'appelle Laurent Combalbert et c'est un ancien négociateur du RAID. Et donc on a bénéficié de son cours qui s'appelait Négociation sous haute tension. Alors qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi les qualités d'un bon négociateur? Alors la première qualité, c'est de savoir comprendre à qui on parle et quels sont les enjeux de la partie en face. Et donc il faut le faire parler, il faut essayer de créer une forme de confiance, établir un lien en quelque sorte, essayer de comprendre quels sont ses enjeux. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Est-ce qu'il a des contraintes? Et donc c'est très psychologique en quelque sorte. Et il y a un vrai jeu, il faut essayer de comprendre. Et donc c'est assez sympa. Voilà. Bon, merci pour ces conseils. Je vous en prie. Et du coup, pas de méthode musclée de négociation en tout cas. Ah non, pas dans le monde des affaires. Alors on termine en beauté puisque vous allez nous faire quelques recommandations culturelles. C'est la reco des invités. Alors Emmanuel, votre recommandation, c'est un film, c'est le film Dune de Denis Villeneuve. Le rapport, c'est quoi? C'est la recherche de ressources naturelles? Le rapport, c'est qu'on parle d'épices, du 21e siècle quand on parle des métaux, et quand on parle d'épices, on pense tout de suite à Dune, à l'univers de Dune, qu'il soit cinématographique ou, j'allais dire, littéraire. Définissez-nous l'épice peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le film. L'épice, c'est tout simplement ce qui permet dans Dune de voyager dans le temps et dans l'espace. Et quelque part, les métaux, c'est des métaux qui vous permettent, le téléphone portable, c'est un moyen de voyager dans le temps et dans l'espace. Donc c'est très proche en fait de ce qu'on vit. Exactement les mêmes problématiques, et surtout vous avez dans Dune en fait les Fremen, ces êtres qui habitent sur la planète, et c'est les premiers, j'allais dire, habitants qui sont sobres en fait. Ils doivent récolter l'eau, ils doivent faire attention en fait à ce qu'ils respirent, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent, et donc quelque part il y a toute une économie de la sobriété dans Dune qui était très très précurseur quand on pense que Frank Herbert, il a écrit son bouquin au début des années 60. Est-ce que ça vous inspire pour votre travail? Ah mais moi ça m'inspire parce que déjà mon mot de passe pour mon ordinateur. Alors. Spoiler. On s'arrêtera là. non, je la mettre un bip. Moi ça m'inspire parce que notamment on se pose toujours la question de comment faire entrer de la sobriété dans les modèles, et ça m'inspire parce que tout simplement ça nous donne aussi une trajectoire possible d'un futur possible, et notamment de comment on essaie de prendre en compte ces limites physiques du monde, et quelque part c'est véritablement très très bien représenté dans le film. Et surtout dans le roman. Et surtout dans les romans. Alors en parlant de livres, Arnaud, vous avez choisi de nous partager un livre, c'est La guerre du feu. Tout à fait. De Joseph-Henri Rosny. Oui, tout à fait. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Mais en fait, alors je fais le pendant de ton choix. Toi, tu es plutôt dans un monde futuriste, et moi, je suis au début de l'humanité. Voilà. Et donc, c'est en fait le rapport prégnant de l'homme à l'énergie, en fait. Ouais, c'est-à-dire que pour survivre, la tribu a besoin du feu. Et le pitch de l'histoire, c'est qu'au début de la guerre du feu, la tribu se fait voler le feu, en fait. Et donc, ce livre, c'est la quête en fait du feu. Il y a des héros qui sont préemptés par le chef de la tribu pour aller récupérer le feu. Et donc, c'est toute une quête un peu initiatique. Il y a plein d'aventures, il y a des bagarres, il y a des choses comme ça. Et donc, ça montre à cette époque, mais je pense que même au XXIe siècle, c'est le cas. C'est notre rapport à l'énergie. C'est la civilisation, en fait. C'est le collectif de l'homme passe par l'énergie.
Et puis il y a un côté aussi un peu rare et précieux de l'énergie. Et donc ça rappelle aussi un peu, ça nous redonne cette conscience-là, je pense. Voilà. Bah, super, merci pour ces 2 recommandations. Merci aussi d'être venu sur le plateau de Science en question pour cette vision du monde à travers le prisme des métaux. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. Ciao les sorciers.